Paul Guimard, Le mauvais temps, roman, de Noël, 1976. Ce n'est rien de vieillir, mais le terrible est que l'on reste jeune. Oscar Wilde. Monsieur Jadis était encore à l'âge où l'on croit que l'espérance est belle sous les pas d'un promeneur à minuit. Antoine Blondin. Chapitre 1. Quand je ne dors pas, je vois la nuit en noir. La malveillance des choses me submerge. Les vastes zones dépressionnaires de l'insomnie dirigent vers moi un flux humide et froid, accompagné de bourrasques. La visibilité, je veux dire la clairvoyance, devient nulle. Les contours de la vie s'effacent et les couleurs. Tout est sujet de morosité. J'en arrive à souhaiter des terreurs nocturnes, des drames même, tout plutôt que cette tristesse pâteuse qui me fait tourner et retourner dans le suaire à fleurs de mes draps, yeux grands ouverts et cependant aveugles sur des problèmes prétendus que le petit jour résoudra en montrant la vanité. Encore heureux lorsqu'un corps de femme ne gît pas à mon côté, pompant et refoulant l'air avec placidité. Rien de plus haïssable pour l'insomniaque que la provocation d'une dormeuse âme adorée d'ombre et d'abandon qui vous nargue du plus profond de sa béatitude. Cette vie végétative et larvaire, insulte à l'inconfort du demi-sommeil, inspire une haine mesquine mais vive. Tout ce qui, l'heure d'avant, semblait exquis dans les plaisirs et les jeux, apparaît à la lumière noire de la solitude comme autant de trivialités. Ce rythme de soufflet, les murmures intérieurs, l'irritation d'un contact inerte, les pensées qu'on invente. Quand je dors mal, je n'ai pas une belle âme. J'espère que le responsable de cette mauvaise nuit aura connu les mêmes tourments. Tous ces amis de jeunesse que les hasards vous livrent à domicile, quel carnage de souvenirs. Il faudrait fermer la porte à ces revenants abusifs. Faute d'intransigeance, on s'expose à de désolantes retrouvailles. Ainsi ce Lucien. Lorsqu'il est entré dans mon bureau, précédé d'un « Bonjour Bob », horriblement jovial, j'ai lu la surprise dans l'œil de ma secrétaire. Il y a longtemps qu'on ne m'appelle plus Bob. Au vrai, j'ai déchiffré plus que de la surprise, un soupçon d'ironie. « Bonjour Bob, tu n'as pas changé. » Et moi, semblable à lui, engoncé dans mon corps et mes renoncements, je n'ai su que répondre « Toi non plus, tu n'as pas changé. » En ces sortes de situations, il n'y a que la première lâcheté qui compte. Tout le reste s'enchaîne. On affecte de retrouver intact l'adolescent impérial du collège d'Ancenis qui balançait entre les brûlures du mysticisme et le grand vent des sabres clairs, entre Bournazel et Foucault, incarné en cet agent d'assurance qui dit « mes affaires vont au poil » et qui reprend des rognons à la crème. Toi et moi, je trouve qu'on a rudement bien tenu le coup. Et de convenir en cœur que beaucoup de jeunes nous envieraient cette santé superbe, cette maîtrise à toute épreuve, et de décider aussitôt de célébrer par un dîner fastueux une rencontre aussi providentielle. Lequel dîner, ordonnancé sur le thème de « tu te souviens », s'est accompli dans un climat d'attendrissement ignoble et vaguement alcoolique. M'a-t-il détesté autant que j'ai haï ses manières satisfaites? Comment voulez-vous dormir après cela? Vous vous retrouvez doublement mal à l'aise dans votre lit et dans votre peau, visité par ceux qui vous firent jadis escorte et qui ont commis la mauvaise action de changer corps et âme. La biche de 15 ans qui vous faisait bondir le cœur sur les plages de Paramé, faut-il supporter qu'elle soit devenue dentiste et maigre dans un bourg de la Sarthe, semi de l'Ouest exigu? Et vous savez que sont graves ces modifications de chacun des êtres qui, peu ou prou, ont compté, les uns vifs, les autres morts, les uns parvenus, les autres demeurés. Que chacun en s'éloignant emporte de vous une part saignante. Vous devenez squelettique parce que croyant aimer les cerises, vous aimiez en réalité Catherine qui s'en est allée avec votre goût pour les bigarreaux. Et ainsi de suite, c'est toujours la même histoire. Ceux qui aimaient l'Acropole s'en sont partagés les meilleurs morceaux. Quand je dors mal, je vaticine. Cela sert d'alibi et retarde l'instant des reprises de conscience. Les astronautes qui reviennent vers la Terre se précipitent à la rencontre des pires pesanteurs. Ils ont marché sur les astres, ils ont côtoyé des météores et vu à l'œil nu les paysages originaux de Gustave Doré. Voici qu'ils retournent vers des supérieurs hiérarchiques, des analyses d'urine, des rages de dents, les lunaisons de leurs femmes, un lugubre avant-guerre, un fonds monétaire international, et puis encore que sais-je. Comme eux, je redoute la trop brutale rentrée dans l'atmosphère où l'on se désintègre. L'honnêteté impose d'admettre que la métaphysique n'est pas seule responsable de cette nuit d'inconfort. La combinaison de la terrine de lièvre et de la rognonnade, du chablis et du bourgueil aggravé d'alcool blanc. Allons Bob, j'y tiens, c'est ma tournée. Nuit à l'innocence du sommeil. Ces éléments antagonistes agglutinent au fil des heures nocturnes et distillent au petit matin d'aigres renvois qui inclinent au pessimisme. J'aimerais compenser cette nuit grise par l'une de ces matinées inactives où l'on vit son demi-sommeil comme on dit vivre sa vie.
Je serai Bob Duchesne, 25 ans, étudiant aux Beaux-Arts, grand, mince, blond, beau, immortel, amoureux, fort, génial. Diverses contingences m'interdisent le luxe de ce jeu. Dans quelques instants, on entrera dans cette chambre et l'on posera sur la table de chevet le courrier matinal, une dizaine de lettres adressées à monsieur Robert Duchesne. Seul le patronyme nous est commun, ce monsieur Robert qui rejette Bob dans les ténèbres d'un passé périmé et chaque matin le coup de semonce d'une réalité qui laisse peu de chance à l'évasion. Il n'est plus temps de rêver. Notre voiture stationne en zone bleue et le fils de pute de vieillard contractuel qui opère dans le quartier doit déjà affûter son crayon. Monsieur Robert n'aime pas trouver une contravention sur notre pare-brise. Le scénario du réveil ne varie guère. Monsieur Robert s'agite, grogne, affecte de devoir gratter des démangeaisons pour se contraindre à faire surface. Il a faim et soif, et si cela ne suffit pas, il aura envie de pisser, son arme secrète. Il ne rêve pas, lui, il ne rêve plus. Il mobilise ses 80 kg d'exigence et d'appétit. Comme on a raison de poser la question du kilo de plume et du kilo de plomb. Je connais des hommes faits d'une matière dégraissée, qui semblent ne peser que leur poids de volonté. Celui-ci n'est pas de cette sorte. Il faut être con comme une balance pour ne pas accuser la différence. Les horloges, elles n'ont pas attendu Einstein pour batifoler dans la relativité des heures trop brèves et des minutes qui durent des siècles. Monsieur Robert bascule son amas d'organes pondéreux pour dégager les jambes des draps, poser les pieds sur le sol en redressant le torse, et il reste assis un instant au seuil de cette journée de plus qu'il faudra parcourir. Puis il met debout ses kilos harassés par le mauvais sommeil et accomplit avec incertitude les pas qu'il sépare du lavabo dans lequel il se vidange jusqu'à la lie. C'est l'heure que je déteste entre toutes. Chaque matin, je cherche mon visage dans la glace et je ne vois que le reflet d'un autre. Nous avons un vague air de famille, cela est certain. Cet important personnage pourrait être mon oncle, mais où suis-je? Le miroir déformant ne me renvoie que ma caricature. Bon gré, mal gré, c'est monsieur Robert qu'il me faut contempler. Il bâille. Et nous voici à l'instant même replacés en face de l'un de nos conflits permanents. Cette canine à droite, une carie galopante y pratique des forages à ciel ouvert. Cela s'est d'abord manifesté par un déchaussement progressif, la rétraction de la gencive mettant à nu le collet. Sur la partie la plus visible de la dent, une sorte de noirceur est apparue. Un temps, cette zone sombre a pu passer pour une fausse teinte, mais elle a gagné rapidement en surface et en intensité de coloration. Puis le travail a commencé en profondeur. L'émail n'a pas résisté plus d'1 an. Comme une brèche dans le rempart livrait les châteaux les plus forts à l'invasion et à la ruine, de même, la désagrégation de l'ivoire laisse la tendre pulpe sans défense contre l'érosion. Nous en sommes à la caverne, cavité noirâtre auréolée d'irisations qui vont de la terre de sienne foncée au vert anglais et qui dénoncent la vénéneuse évolution. Par malheur pour moi, ce rongement ne s'est accompagné d'aucun mal. Victime d'une décomposition pénible, le nerf nécrosé n'a expédié au siège de la douleur aucun de ces messages fulgurants qui eussent contraint M. Robert à se précipiter toute lâcheté cessante vers les nickels d'un dentiste. Au lieu de quoi, il s'accommode à merveille de ces creusements indolores que 5 minutes d'un fraisage pratiqué en temps utile eussent prévenus. Il affecte de ne pas s'apercevoir que le tunnel s'approfondit, devient l'entrepôt sans cesse plus vaste de reliefs sédimenteux, qu'il n'est déjà plus possible d'extirper d'un mouvement de langue discret accompagné de l'inévitable. Il faut désormais la pointe d'une allumette aiguisée ou bien l'extrémité d'une agrafe trombone. Souvent j'ai tenté de l'entraîner chez un dentiste. Plus d'une fois nous sommes allés jusqu'au rendez-vous téléphonique. D'opportuns imprévus ou des amnésies ont fait avorter mes manœuvres. Maître en l'art de l'esquive dentaire, M. Robert a réussi, d'échéance en ajournement, à mener notre canine à un point de délabrement tel que le découragement me gagne. Cette petite guerre débouche à terme sur une extraction en catastrophe et de longs travaux de prothèse. En attendant ce dénouement inéluctable, la pusillanimité de l'autre m'oblige à sourire du bout des lèvres pour escamoter autant que faire se peut encore la disgrâce du chicot. Il est amer de se priver de sourire, mais ce mode d'expression requiert la perfection. N'ayant jamais appris à rigoler, exercice compatible avec une denture avariée, je ne souris plus que des yeux. M. Robert apprécie peu ses examens matinaux. L'alibi du petit déjeuner permet de mettre fin dans l'honneur à un tête-à-tête malveillant. J'aimais le thé de Chine légèrement fumé, l'autre a contracté le goût, le besoin, dit-il, d'un café au lait nauséeux, supposé générateur d'énergie pour peu qu'on y trempe des beurrés pléthoriques. Nous allons tartiner, tremper, mâcher, amalgamer, emplir ces dizaines de mètres d'organes provisoirement vides et déjà si lourds.
Je ne prendrai part à la galimafrée que pour le plaisir de sentir fondre sous la langue une bouchée de ce miel de genêt grenu et sombre, dont l'odeur de l'ande est indissociable d'un bonheur ancien. Je laisse à l'autre la bride sur le cou aussi longtemps que je n'aurai pas trouvé le moyen de m'en rendre maître. Ne pouvant pas quitter ce corps grevé d'hypothèques, je dois rechercher le moyen de l'entraîner dans des circonstances ou dans un lieu qui le rendront subalterne. Il faut inventer un piège. Je ne cesse d'y songer.